Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous, le rendez-vous des entrepreneuses et des entrepreneurs inspirants. Je suis avec Alexandre Chiavassa. Bonjour Alex. Bonjour Virginie. Comment vas-tu Alex ? Très bien, on va parler d'immobilier. Oui, tu es content ? J'adore. Parce que c'est un secteur que tu connais un petit peu. J'aime beaucoup, oui. Voilà. Effectivement, nous allons parler d'immobilier, mais pas que, puisqu'aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Loïc Leblanc, qui est directeur des services immobiliers du Sporting Immobilier. Bonjour Loïc. Bonjour Virginie, bonjour Alexandre, Bonjour. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Comment vas-tu ? Très bien, un peu stressé, mais ça va le faire. Tu vas voir, tu vas oublier. Avant d'en savoir un petit peu plus sur toi, Loïc, il y a ceci. Alors, cher Loïc, dans le sud-ouest, en Occitanie même, qui ne connaît pas, j'ai envie de dire, le Sporting Immobilier, parce que c'est un petit peu une institution, comment est-ce que tu pourrais nous définir le groupe et nous raconter un petit peu son histoire ? Tout à fait, Virginie, tu as raison. D'abord, c'est une institution. Quel Toulousain ne connaît pas Sporting Village ? Donc, le groupe Sporting, c'est une entreprise qui a été créée en 95 par Claude Merckx, ancien handballeur de haut niveau. Le groupe a été récupéré en 2008 par Michael, son fils, donc qui est actionnaire majoritaire. Donc, on parle vraiment d'une entreprise familiale. Récupéré en pleine crise de l'immobilier ? Oui, tout à fait, en pleine crise immobilière, crise des subprimes en 2008. Quand Michael devient président de l'entreprise, il y a 30 collaborateurs. Aujourd'hui, on est 120. Ça pose le contexte. Ça pose le contexte et ça pose surtout les qualités du garçon. Exactement. Le groupe Sporting, j'ai envie de dire que ce sont des lieux de vie autour de 3 grands axes. C'est ça. Alors, on a 3 pôles et puis on a des services support, des moyens généraux, on va dire. Donc, on a un premier pôle qui est le pôle promotion immobilière. Donc, c'est la construction et la vente d'immeubles. On a un deuxième pôle qui est l'immobilier, l'agence immobilière. Donc, que j'ai le plaisir de diriger, où on pratique les métiers de syndic, gestion, location et transactions dans l'ancien. Et on a un troisième pôle qui est l'exploitation de tiers-lieux. Donc, des lieux où il fait bon vivre, avec un hôtel, une salle de sport, des restaurants, des espaces de coworking, des espaces de séminaire. Et ça, c'était dans l'ADN de l'entreprise. En fait, dès le départ, Claude Merckx a voulu construire des résidences, on va dire, façon village, d'où le nom de village, de Sporting Village. Ouais, c'est ça, ce qui était assez innovant pour l'époque. Tout à fait. Oui, vous réinventez justement ce vivre en commun avec ces 3 pôles. Tout à fait. C'est un peu l'idée, en fait, que Claude a dès le départ, en fait, c'est de construire une chaîne totalement intégrée immobilière. Donc, on part de la construction de l'immeuble, la vente des appartements. Derrière, on est syndic et gestionnaire des biens. On accompagne dans la vie de tous les jours, donc avec les restaurants, les salles de sport. Voilà, on regroupe les gens autour de ce concept. Et puis, en fin de vie immobilière, si je peux le dire comme ça, on accompagne les gens pour revendre leur appartement. Le sporting, au sens large, c'est beaucoup de métiers, on va dire, et de lieux de vie complémentaires. Qu'est-ce que ne fait pas le sporting ? Alors, ce qu'on fait pas, ça serait un peu long à lister. Ce qui est effectivement intéressant, on a cette vision à 360 de l'immobilier où on accompagne nos clients en fait du début de leur vie immobilière jusqu'à la revente et avec toujours cette marque de fabrique qui est un peu l'ADN de l'entreprise. Avec dans nos immeubles, on construit toujours avec à minima un espace de sport, ne serait-ce qu'un agrès ou quelque chose en partie extérieure, jusqu'à une salle de sport dédiée à la copropriété, et puis marqué aussi par la culture de l'art, puisque dans nos immeubles on installe des œuvres d'art, que ce soit des photographies ou des tableaux par des artistes et beaucoup d'artistes toulousains essentiellement. Il y en a un de mémoire du côté de Montaudran, je crois, un artiste. C'est ça, une des dernières résidences qu'on a livrées à Montaudran, à côté de la halle aux machines. Donc on a fait appel à un artiste toulousain, Cédric Rezzo, qui a peint dans une salle commune, qui a peint une fresque avec le représentant notamment le Minotaure et donc qui évoque les lieux de Montaudran. Les chiffres clés, Alexandre. Alors, je vais te les donner puisque tu nous as demandé. Donc, au niveau du sporting immobilier, c'est 6 000 lots de copropriété gérés en gestion locative. 2000. Les collaborateurs, juste pour le sporting immobilier. Donc, c'est 34 collaborateurs répartis sur 2 sites puisqu'on a une agence secondaire à Bordeaux où on a 4 collaborateurs à Bordeaux et donc une trentaine sur le siège à Toulouse. Et un chiffre d'affaires aux alentours de 3,5 millions. D'accord. Donc une vraie stratégie de développement et de croissance.
D'ailleurs, j'ai cru comprendre que vous cherchiez peut-être à vous développer et à racheter des portefeuilles, on peut en parler ? Ouais, tout à fait, Virginie, tu as raison. Donc effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cabinet d'administration de biens s'est construit naturellement en étant alimenté par la partie promotion immobilière. Hein. On construisait les immeubles et on récupérait les gestions. La crise immobilière de ces dernières années fait qu'on est un peu moins alimenté, même si globalement on a quand même cette croissance, on va dire endogène qui existe. Mais on est sur on a mis depuis cette année une véritable politique, une véritable stratégie de croissance externe. Et donc là, si je peux lancer un appel aux gens qui nous j'allais te le proposer, qui nous regardent. S'il y a des revendeurs de portefeuilles de gestion ou même de copropriété, comment on peut te joindre, Loïc ? Alors moi, on peut m'appeler, on peut me contacter sur mon adresse mail, effectivement, l.leblanc@sporting-immobilier.fr ou directement sur notre site internet. On a le numéro de l'accueil et on sera transféré les appels sans aucun problème. Parfait, sur LinkedIn aussi, on sait qu'on peut te retrouver. Tout à fait. D'ailleurs, vous êtes en perpétuel recrutement ? Ouais, on est dans un métier, alors tu le sais Virginie, on est dans un métier où on a beaucoup de turnover. C'est un métier qui phagocyte du temps, c'est un métier qui use les collaborateurs. Et donc on se doit effectivement d'abord d'assurer des choses positives pour nos collaborateurs. Et on sait que voilà, les gens font pas ça pendant 20 ans. Si on regarde autour de nous, il y a peu de gestionnaires de copropriété qui ont 60 ans. Et donc effectivement, à la fois pour prévenir du turnover et à la fois pour assurer notre développement, on est en recherche de profils permanents. Ouais. D'ailleurs, Alexandre peut nous parler de sa dernière réunion puisqu'il est copropriétaire. Tu veux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé ? On est dans les 500 copropriétaires, 250 sur place. Ça s'est fini aux mains. C'est-à-dire que pour une histoire de travaux qui ne s'est pas fait finalement, donc c'était plutôt OK, ça s'est quand même très mal terminé avec une assemblée qui a duré 4 heures, je crois, au lieu de 2. Est-ce que ça te surprend ? Souvent, ça ? Non, alors ça arrive souvent, heureusement, non. Par contre, effectivement, ce que tu vis, Alexandre, c'est aussi un peu le quotidien, ce que tu as vécu, c'est un peu le quotidien de nos gestionnaires. Et la réalité, c'est que ça correspond aussi à une époque. Et moi, je pourrais te raconter plein d'anecdotes avec des assemblées générales où les gens finissent par se jeter les chaises dessus, en fait, parce qu'ils sont pas d'accord et parce qu'ils sont, voilà. Ou alors des assemblées générales où j'ai vu des gens qui arrivaient, qui avaient, quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup, trop bu, et qui n'étaient pas en capacité d'articuler, donc on prenait les questions, enfin, on faisait répéter, mais on ne comprenait pas. Donc ça reste quand même dans les anecdotes. On a une majorité d'assemblée générale qui se passe plutôt bien, mais effectivement, c'est partie du métier. Voilà, c'est des situations qui peuvent arriver. En général, c'est assez incroyable. Votre parcours, ton parcours, c'est vrai qu'on s'est bien tutoyé. Ton parcours, Loïc, justement, énormément entre sport, management, formation. Ouais, alors mon parcours, moi, il commence par une école de commerce. Ouais. Derrière, j'ai enchaîné avec 12 ans de contrôle financier et j'ai envie de dire, comme une grande majorité de gens, je suis rentré dans l'immobilier un peu par hasard en 2012 chez Foncia, d'abord pour faire du contrôle financier. Ouais. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer monsieur Alain Pavier-Solomon, qui était directeur de région, qui était un mentor professionnel pour moi, puisque il m'a pris sous sa coupe, il m'a fait grandir dans l'entreprise jusqu'à me nommer directeur de cabinet. Donc j'ai l'habitude de dire qu'il a fait 2 choses avec moi. La première, c'est de me mettre des coups de pied aux fesses, si je peux me permettre, pour révéler un peu mon potentiel. Et surtout, il m'a fait confiance et il m'a guidé pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Et la rencontre quand même avec Michael. Donc effectivement, j'ai 2012, je rentre chez Foncia. Je m'étais juré que j'irais jamais chez l'ennemi juré, qui est Citia, ce que j'ai fait en 2019. Ah ouais. Voilà. J'ai passé 3 ans et en 2022, je rentre au sein du groupe Sporting. Donc on n'a pas trop parlé, mais le Sporting est très marqué par l'ADN sport collectif haut niveau, notamment le handball, parce que j'ai dit tout à l'heure, Claude Merckx est ancien handballeur de haut niveau. Michael aussi est un ancien handballeur de haut niveau. C'est un des derniers semi-professionnel en France. Après, le hand est passé pro. Et moi, je suis un grand passionné de hand. Je suis tombé dedans tout petit. Je n'ai pratiqué que ce sport-là. Et donc, par l'intermédiaire de nos réseaux communs, on s'est rencontrés avec Michael. Et l'anecdote que je te soufflais, Virginie, c'est que sur l'entretien où Michael me fait venir pour voir si je suis en capacité de prendre la direction de Sporting Immobilier, on a passé 2 heures d'entretien et on a parlé de hand. Alors, c'est à peine caricatural, mais on a parlé de handball pendant 1h45. Voilà. Et il t'a dit, c'est bon, vous êtes embauché. Il m'a dit, tu coches toutes les cases, je vais te faire une proposition. C'est ça. Et alors, il y a
une crise dans l'immobilier, comme chacun sait, beaucoup de fermetures. Qu'est-ce qui fait que le sporting immobilier est toujours là, finalement? Il y a deux facteurs importants. D'abord, je crois que c'est cet ancrage local. On en a parlé tout à l'heure. On est une entreprise familiale, très implantée à Toulouse, très marquée sud-ouest puisqu'on est implanté également à Bordeaux. Et il y a cet ADN, c'est le deuxième fait important à mon avis, cet ADN sport de haut niveau, qui fait que d'une part, on a cette capacité de résilience, cette capacité de relever les challenges, cette capacité de s'adapter. On sait bien que voilà, quand on joue un match collectif, que ça soit du handball ou du rugby, quand il y a une adversité en face, il faut qu'on soit en capacité de réagir rapidement pour faire face à cette adversité. Et donc cet ADN est très très présent. Donc cette capacité à relever du challenge, à s'adapter et à se bagarrer pour passer les obstacles. Pourtant, les concurrents sont là. C'est pas un secret, que ce soit dans la transaction ou dans la gestion du syndic, il y a eu des modèles qui sont apparus avec des prix bien plus bas. Quelle est ton analyse là-dessus ? Mon analyse, elle est que effectivement, il y a des nouveaux acteurs qui ont voulu émerger et certains, nombreux, sont ceux qui se sont cassés les dents. La différence peut-être avec une agence immobilière comme la nôtre, c'est que on n'a pas fait du syndic ou de la gestion ou de la vente par opportunisme, mais par essence en fait. Et dès le départ, il y a cette volonté dans l'entreprise, dans le groupe, d'accompagner les clients tout au long de leur vie immobilière, comme on l'a décrit tout à l'heure. Et je crois que c'est aussi ça qui fait la différence et la force d'une entreprise dans ces moments de crise. Tout à fait. Je voulais te faire réagir sur une actualité qui est apparue, je crois, il y a une quinzaine, non, un peu plus, peut-être il y a un mois le mois dernier, sur la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui a appelé clairement à taxer davantage les futurs héritiers. Alors ça a fait un peu un tollé politique. Ici, on ne fait pas de politique, mais je me fais le relais de cette parole-là. Quelle est ton analyse là-dessus, sur projet de loi de finances, sur ces réactions? Tu veux me mettre de bonne humeur, Virginie. Je disais que c'était de l'argent qui tombait du ciel pour les héritiers. Ouais, alors il faut, je crois, tout de suite casser un préconçu. La réalité de notre portefeuille de gestion aujourd'hui, c'est qu'on a entre 80 et 90% de nos propriétaires bailleurs qui sont ce qu'on va appeler mono-bailleurs, c'est-à-dire qui sont propriétaires d'un bien et d'un seul. Donc le marché de l'immobilier privatif en France, il est très loin de l'image du bailleur multipropriétaire qui vivrait d'une rente permanente parce qu'il a hérité de sa famille. Ça existe évidemment, mais c'est pas la majorité du marché. La majorité du marché, c'est des gens qui, à un moment donné de leur vie, sont en capacité d'investir. Donc, ils vont emprunter de l'argent auprès d'une banque, ils font un crédit. Le loyer va financer pour partie le crédit, puisqu'en général, on demande quand même un effort financier tous les mois. Quand le loyer tombe pas, ça peut tout de suite être une situation dramatique pour le bailleur. Et c'est un projet de vie qui s'articule soit pour avoir un revenu complémentaire à la retraite, en se disant voilà, j'ai 40 ans, j'investis, et puis quand je partirai à la retraite, j'aurai ce petit pécule en plus. On parle d'un loyer à 500-600 euros qui évidemment est imposé dans le cas des revenus locatifs. Ou alors des gens qui, un peu plus jeunes, ont des enfants et se disent tiens, peut-être que mes enfants feront des études plus tard, et donc pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir assurer un confort de vie pendant les études, ils vont investir dans une vie en se disant voilà. Exactement. Non mais c'est bien de pallier un peu certains clichés, quoi. Et puis c'est bien de rappeler le sens de la vie aussi, qui est de travailler, obtenir, et puis ensuite donner à ses enfants qui peuvent aussi reproduire la même chose. Exactement, et puis il faut pas oublier quand même que, alors on parle de taxer l'héritage, mais l'immobilier, il est taxé à l'achat avec la TVA. Il est taxé pendant sa durée de vie, puisque quand on perçoit des loyers, même si on a un crédit en face, en fait, on paye des impôts sur les revenus locatifs. Donc il est taxé tout au long de la vie, en fait, et on va le retaxer au moment de le transmettre à ses enfants. Et on rappelle qu'on a un des pays au monde le plus taxé. Si ce n'est le pays au monde le plus taxé. Les conseils ? Est-ce que vous avez des conseils pour ce qui est du syndic, gestion ? Alors, on en parlait, Virginie, en préparant l'émission. Effectivement, alors il n'y avait pas beaucoup de formation jusqu'à il n'y a pas longtemps, et ces dernières années, quand même, le niveau de formation en immobilier a augmenté, à la fois en qualitatif et en quantitatif. Tu connais un organisme de formation? J'en connais un aussi qui est bien placé.
Et je crois qu'effectivement, même si on est capable de former de mieux en mieux nos futurs gestionnaires, que ce soit en syndic ou en gestion, quand ils démarrent, ils sont pas complètement préparés à je veux dire, à la vraie vie, en fait. Et ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier, c'est de travailler d'abord sa curiosité. Il faut s'intéresser parce qu'on est dans des métiers dont l'aspect juridique est en permanente évolution. Donc il faut garder cette curiosité, garder une rigueur d'esprit et une ouverture d'esprit, parce qu'en fait on va s'adresser à des gens très différents. Tu disais tout à l'heure, on fait une assemblée générale où il y a des gens qui peuvent en venir aux mains. On a des gens qui sont d'horizons, de milieux sociaux très différents, et donc il faut être capable de s'adresser à ces gens-là, de les comprendre et d'être à leur écoute. Et puis des multicompétences, parce que quand on parle de gestion ou de syndic, c'est des compétences juridiques, humaines, tu l'as dit, mais aussi techniques. Je pense à la gestion des sinistres, par exemple. Ouais, tu as raison, Virginie. C'est en fait, chaque métier a sa particularité. La particularité d'un gestionnaire, alors beaucoup en syndic, mais aussi en gestion, c'est qu'en fait, il faut être multifacette. Donc ça commence d'abord par être juriste, parce qu'il faut connaître les lois. On est dans un pays très normé, et dans ce métier particulièrement, il y a beaucoup de normes. Il faut connaître la partie opérationnelle, technique, parce que quand on gère un dégât des eaux, quand on doit gérer un ravalement de façade, quand on doit gérer la réfection d'une clôture, voilà, il faut savoir un peu de quoi on parle. Il faut faire de la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire que le grand P, quand on va en assemblée générale, en fait, on vient se faire élire, c'est ça la réalité. Oui. Donc on a des gens en face de nous qui sont pour, qui sont contre, donc il faut être capable de rallier le plus de gens possible. Et donc tout ça, il faut être comptable aussi, parce qu'on va présenter des budgets, on va vérifier des factures. Donc il y a vraiment une multifacette à ce métier. Alex ? La dernière question, il va y avoir un agenda avec des rendez-vous. Il faut en choisir un, il y aura une question surprise, mystère. Alors, tu vas nous dire le rendez-vous que tu choisis. Alors, j'aurais préféré des heures soit beaucoup plus tôt le matin, parce que j'ai tendance à être plus tôt, ou beaucoup plus tard, parce que j'aime bien ce côté fêtard. Écoute, on va prendre l'heure de 16h. C'est le goûter avec les enfants, ça me va. Allez, parfait. Si vous aviez la possibilité d'échanger votre place avec un autre entrepreneur pendant une journée, qui choisiriez-vous et pourquoi ? C'est un peu le Vie ma vie. Tu te rappelles de cette émission ? Ouais, je vois bien. Est-ce qu'il y a un entrepreneur qui t'inspire ? Alors, vous pourriez échanger d'ailleurs. Alors moi, c'est un entrepreneur, ça fait un peu appel à, c'est une Madeleine de Proust, donc je sais qu'il a été très apprécié, très détesté, mais je crois que j'aurais aimé être une journée dans la peau de Bernard Tapie. En fait. J'en étais sûre. Il revient souvent, Bernard Tapie. Il revient souvent. Ouais. Je crois que d'abord, il a eu une grande réussite dans tout ce qu'il a fait. Dans tout ce qu'il a entrepris, même si ça s'est mal fini. Et je crois surtout qu'il fait partie d'une génération d'entrepreneurs qui a démontré que quand on était français, on pouvait réussir internationalement. Et quand il rachète Adidas, en fait, personne n'y croit. Tout le monde le prend pour un fou. Et aujourd'hui, quand on regarde les entreprises qu'il a achetées, qu'il a remontées, elles sont toutes à la pointe sur leur marché. Donc, il était quand même aussi visionnaire. C'est ça. Merci peut-être déjà de reparler de Bernard Tapie qu'on apprécie. C'est toujours un plaisir de parler de Bernard Tapie. Merci beaucoup Loïc d'être venu dans notre émission. Merci à vous de m'avoir invité. Merci Alex, on se dit à bientôt pour un autre rendez-vous. Exactement, merci beaucoup. Et effectivement, à vous, à très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci.